en matière de diversité d'abeilles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce point de basculement pour savoir would like to bring you something that I usually play with my students. Eh bien, j'ai un jeu que je fais avec mes étudiants et il y a quelques années, j'avais un document, il y a quelques années, les différents principes de fragmentation. Commencez à avoir une forêt et vous les divisez. Et à la fin, vous avez une espèce qui se diffuse beaucoup et une autre uniquement en local. Et vous êtes en train de vraiment fragmenter la forêt. Quand pensez-vous que les deux espèces vont être éteintes à 10, 15, 30, 50%? Quand est-ce que la population va disparaître? Donc, quand pensez-vous, à partir de quel moment les abeilles vont avoir un problème? Lorsque je pose cette question à mes étudiants, et nous jouons ça avec des cartes, et nous commençons à fragmenter, et on prend une carte, on enlève une autre carte, et jusqu'à 70%, rien ne se passe. Et après, on enlève une carte et les deux populations disparaissent. Et donc, c'est vraiment difficile à estimer. Ça va très vite. Ça va très vite et dans la majorité des cas, ça ne revient pas. Les abeilles probablement vont revenir. Donc, nous avons probablement la chance de les ramener, mais le climat, on ne peut pas. Merci, merci d'avoir... Ah, Lucas est de retour. Oui, avec la caméra. Et maintenant, on vous voit. C'est parfait. Lucas Garibaldi, bienvenue de retour. Et docteur Lucas Garibaldi, né en Argentine. Vous êtes père de 3 enfants en bas âge. Vous avez fait des études d'ingénierie agronomique à l'Université de Buenos Aires, UBA, spécialisé en écologie, pardon, et vous avez maintenant à l'Université nationale de Rio Negro, directeur de l'Institut de recherche sur les ressources naturelles, l'agroécologie, le développement rural. Et notamment, vous travaillez sur les questions sous-explorées, les nouvelles façons de produire des aliments sans détruire l'environnement. Et notamment, vous avez reçu de la fondation Bunge Ibon des contributions dans le domaine de l'écologie et également le prix Houssey en 2007 pour la contribution aux sciences et technologies de l'environnement. Et j'ai également, vous faites du Astanga yoga et du bouddhisme tibétain. Un mélange fort intéressant. Bienvenue, Lucas. Très honoré de vous avoir. Allez-y, vous avez la parole, 40 minutes avec des questions-réponses à la clé. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran. Can you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? It was working before. So maybe I will reconnect in a second. Okay, you will try it Ça a fonctionné.
Est-ce que vous voulez essayer encore une fois? Vous m'entendez? Lucas is frozen. Hmm? Oui, il est gelé. Oui, probablement qu'il devra essayer à nouveau. Oui, ça, c'est la technologie. Ça fait ça par moment. Nous savons de toute manière qu'il revient. Oui, on a eu ça pendant 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans qu'on a ce type de problème. Voilà, il est parti, donc il va probablement revenir. Pendant que nous attendons, puis-je vous poser une autre question? Yes, of Oui, course. oui, oui, allez-y. Et après, quand il est de I should retour. start asking all of you Oui, questions. moi, je dois peut-être commencer à poser des... Oui, oui, allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai une question? J'y ai pas pensé. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que je... Une question. Y a-t-il des études qui regardent s'il y a des manières durables qui analysent les grandes plantations et la pollinisation des grandes plantations? Oui, de grandes entreprises vendent des abeilles mellifères et offrent souvent des mix ou des mélanges des trois groupes fonctionnels. Vous avez les différents types, les Sweeney, c'est parfait, mais vous avez toujours et encore la promotion de 3 espèces et nous avons besoin de concurrence. Et nous savons qu'il y a de la concurrence, mais la même chose si vous avez des Bosnian cornutes, alors d'autres sont déplacés, sont repoussés. Donc, ce que nous essayons de promouvoir, c'est ramener chez moi, en bas de Württemberg, nous essayons de faire revenir 20% d'habitat semi-naturel. Voilà. Et c'est ce que Lucas d'ailleurs demande lui aussi, donc il va vous en parler. Merci. Je donne beaucoup de conférences en ligne et généralement, je n'ai pas ce problème, ce type de problème. Pas de souci, allez-y. Comme mentionné, nous avons maintenant une perte de la biodiversité et à une vitesse incroyable. Et vous voyez la perte des espèces à travers ou tout au long du temps, que ce soit une vitesse de plus en plus rapide. C'est très important. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas uniquement chez les abeilles, mais tout montre que la biodiversité recule de la même manière. Et comme je vais parler de l'utilisation des sols et de la biodiversité, il faut parler des pesticides et des apports externes à l'agriculture. Donc, tout ce que vous apportez à la ferme et tout ce qui est consommé, pesticides, fertilizers, etc. So you can see there that the global consumption of pesticides, la consommation globale des pesticides augmente. Et vous le voyez à droite, exprimé en tonnes.
Donc, nous avons une perte, d'un côté, une perte de la biodiversité et une augmentation des apports externes, donc pesticides. Et d'ailleurs, c'est la raison numéro 1 de la perte de la biodiversité, c'est le changement de l'utilisation des sols. Là, vous avez des habitats divers pour en faire une monoculture de soja ou autre. C'est la même chose pour la production industrielle d'arbres ou des palmiers. Vous avez des palmeraies et nous avons beaucoup de consommation d'eau, par exemple, et de terrain pour de l'herbe. Hein. C'est pas simplement un problème de perte de biodiversité, mais également pour les êtres humains, car Aiki est une plateforme intergouvernementale et j'y reviendrai. Et nous avons classé les contributions et les objectifs pour la biodiversité. Et en même temps qu'il y a une perte de la biodiversité, nous avons également une perte de facteurs permettant la biodiversité. Et il s'agit là de conclusions importantes, notamment lorsque nous voulons avoir de l'eau propre, un climat tempéré et une production alimentaire contrôlée. Nous avons tous des objectifs de la biodiversité. Il y en a au total 18 et nous avons aussi les objectifs du développement durable et nous ne les avons pas atteints. Notre planète a en fait l'air de cette maison. Nous essayons d'avoir une bonne qualité de vie et de nos jours, les piliers de la contribution, bonne contribution, sont en déclin et nous souffrons les conséquences de ce déclin. Et cela au niveau de l'écosystème naturel. Nous avons vu que la perte de la biodiversité est notamment un processus qui est appelé l'intensification conventionnelle. Comme je vous l'ai montré, c'est les grandes monocultures et des apports externes. Et c'est une manière simple, notamment d'augmenter le rendement des cultures, que ce soit les fruits, que ce soit les céréales, en tout cas le rendement à l'hectare. Le problème, c'est l'agriculture intense, mais il y a aussi des solutions, notamment des pratiques d'agriculture qui ne détruisent pas et nous pouvons avoir une promotion de la diversité et qui vraiment vont dans le bon sens. Et ce processus, c'est l'intensification écologique et utiliser moins d'engrais, promouvoir la santé des sols, la diversité et également la vie animale. Donc,
nous avons une complémentarité qui est un long processus et nous parlons aux fermiers et chaque année, ce que nous souhaitons, c'est augmenter la diversité année après année et réduire les apports externes. Et donc, la diversité des pollinisateurs est un exemple de réussite et notamment une bonne productivité au niveau des plants. Et vous avez également un apport externe optimal avec un degré optimal. Et vous avez les ruches qui fonctionnent bien, qui sont notamment placées aussi au bon endroit. Et à ce moment-là, vous avez tout de suite des effets désirables. L'intensification écologique est un concept très intéressant, tout le monde est d'accord. La question qui se pose est de dire pourquoi on ne le fait pas tous d'office? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Juste pour vérifier ma connexion Internet, c'est bon? Yes. The audio is good. It's good, yeah. Oui, oui, oui. L'intensification écologique est un processus fantastique et un concept fantastique. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser beaucoup plus? Pas tout le monde ne l'utilise peut-être parce que vous craignez en tant que fermier d'avoir une productivité réduite. Et nous avons posé la question avec quelques expériences, 5 années, avec différents systèmes d'exploitation à travers le monde. Et à chaque fois, avec des expériences semblables de ce que il a été montré pour les amandes en Californie ou en Afrique du Sud, par exemple. Nous avons eu le tournesol. La moitié des tournesols étaient gérés de manière traditionnelle et l'autre moitié selon les principes de la promotion des pollinisateurs. Et nous avons vu que cette intensification écologique a augmenté l'abondance et a augmenté le rendement de 24%. C'est vrai, dans certains un peu moins, dans certains un peu plus, mais 24% était la valeur moyenne, et cela à travers le monde. Et c'était vraiment quelque chose qui a pu être reproduit dans chacune de ces expériences. Et tout ça pour dire que l'intensification écologique permettait une production et un rendement supérieur et non pas inférieur. Et en plus, un des arguments est toujours de dire non, on va gagner moins d'argent. Mais we have reviewed also the evidence of different studies doing the il y a plus de revenus lorsque vous faites une analyse bénéfice à l'hectare. L'intensification écologique procure davantage de bénéfices, tout à fait logique d'ailleurs, car vous avez d'un côté une productivité accrue et de l'autre côté des dépenses inférieures puisque vous utilisez moins d'engrais. Donc, pourquoi pas tous les agriculteurs ne le font et ne s'y mettent? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de barrières. L'une des barrières,
c'est que vous avez besoin des connaissances écologiques. Conventionnelles, c'est simple. Vous avez vos produits chimiques, vous avez vos graines, vous les plantez et tout le monde plante les sojas de la même manière et parfois, même les aspects locaux, le climat, les sols ne sont pas pris en compte. Nous, au niveau de l'intensification écologique, nous disons qu'il y a beaucoup moins d'engrais, mais c'est beaucoup plus d'apports externes. Euh, Nous avons besoin de moins d'apports externes, mais vous devez avoir plus de connaissances écologiques, notamment des pratiques différentes et variées. Et vous devez savoir quelles sont les graines à semer, à quel moment exactement, quel type de préparation, quel est le post-traitement, comment allez-vous restaurer un environnement semi-naturel. C'est des connaissances qu'il faut posséder. C'est une barrière si vous n'avez pas ces connaissances. Et de nos jours, ces connaissances ne sont pas toujours répandues. Nous travaillons avec les fermiers argentins, mais par travers le monde, pour réduire ces barrières et ramener le savoir, souvent ancestral d'ailleurs. Le pollen, par exemple, est une ressource puisque les plantes doivent produire des graines pour pouvoir vivre et produire les prochaines générations. Et le pollen est la ressource peut rentrer dans les plants à travers les fleurs. Donc, avec une meilleure qualité de pollen, vous avez encore une fois un rendement meilleur. C'est quelque chose qu'on peut avoir comme apport externe, par exemple les larves ou la biodiversité lorsque les pollinisateurs propagent vos plants. Un résumé d'un grand nombre d'études y inclut celle d'Alex. Vous voyez ces courbes. Vous avez le rendement céréalier, vous avez le taux de visitation des fleurs en bas et vous avez le nombre de visites par pollinisateur et vous voyez que vous avez deux lignes, une richesse élevée et en bas, lorsque lorsque vous avez moins de richesse. Un seul pollinateur, par exemple. Si vous vous concentrez sur la ligne du haut et que vous allez de gauche à droite, lorsque, par exemple, vous avez davantage de colonies, vous allez avoir plus de plants. Et si vous avez une plus grande diversité, vous avez plus de rendement. Donc, du bas vers le haut, vous augmentez la diversité et de la gauche vers la droite, vous augmentez l'abondance. C'est très, très clair. Vous avez besoin des deux, l'abondance et la diversité. Donc, nos paysages agriculturels ont l'air de ce qu'on voit en haut à droite. C'est une monoculture d'amandiers, comme on l'a vu tout à l'heure,
et avec une gestion à une seule espèce. Donc, notre approche de l'agriculture, c'est de détruire la diversité, de se concentrer sur un seul plan, une seule espèce d'abeille. Et bien entendu, les abeilles mellifères sont géniales, mais nous demandons trop à une seule espèce. Et une seule espèce ne peut jamais remplacer le rôle de plusieurs espèces. Et historiquement, ce n'est pas possible. Et notamment lorsque vous avez des questions de rendement. Vous ne pouvez pas remplacer la biodiversité, ce n'est pas possible. Et l'abondance peut remplacer la diversité. Et nous avons aussi vu que l'abondance seule ne pourra jamais remplacer la biodiversité. C'est quelque chose d'évident. Et vous le voyez en haut à droite dans la photo, avec ces paysages, nous n'avons aucune diversité. Et ces pollinisateurs sont un exemple clair. Nous ne pouvons pas tout simplement tout remplacer. Les pesticides, penser que des pesticides et fertilisateurs vont nous permettre d'avoir éternellement un énorme rendement. Vous voyez les fruits à gauche, les graines à droite, avec trop d'abeilles mellifères ne sont pas bonnes. On essaye de gérer cela avec les abeilles mellifères. Plus il y en a, mieux c'est? Non. Il y a une abondance optimale pour la pollinisation. Et avoir trop n'est pas bon pour la productivité et pas non plus pour l'environnement. Et vous voyez que là, on déplace d'un endroit de pollination en Californie à un autre et on importe des millions et des millions d'abeilles et elles sont en concurrence avec les abeilles naturelles et ont donc aussi un effet négatif sur l'environnement. Vous m'entendez toujours et encore? Allô? Oui, oui, on vous entend bien. From a very narrow point of view, that is crop yield. Voici la manière dans laquelle nous pouvons gérer d'une manière plus régulière et respectueuse de l'environnement, la nature. Nous avons besoin d'un habitat naturel, semi-naturel, de manière à soutenir notre paysage d'agriculture. Et la gestion des espèces est bien entendu également critique. Mais l'intensification traditionnelle fait le contraire. Là, vous avez une entreprise qui a planté un nouvel habitat et ils essayent d'être aussi loin que possible de la forêt vierge. Et comme Alex l'a déjà mentionné, avoir cela en proximité d'un habitat naturel, semi-naturel, vous permet d'avoir plus d'abeilles sauvages et cela vous permet d'augmenter votre
votre rendement. Donc, normalement, vous réduisez l'habitat naturel et cela fait baisser la diversité des abeilles et ce qui vous donne un rendement inférieur et un consommateur demande une certaine quantité de production. Donc, si vous produisez moins par hectare, vous avez besoin de plus d'hectares pour produire la même quantité. Donc, ces extensions des surfaces de l'agriculture sont liées à cela, puisque le rendement à l'hectare baisse. Et ça réduit en plus l'habitat naturel semi-naturel. Donc, vous avez enclenché un cycle négatif, une spirale négative. Pardon? Can you hear me? Here we go. Yeah. Oui, oui, oui. Great. So you have a negative cycle in which you have less Et natural vous avez un cycle négatif, moins d'habitat naturel égale moins de pollinisateurs, de variation de pollinisateurs, égale moins de rendement, égale plus de surface, égale moins de diversité. Et cela est basé sur un déficit énorme des pollinisateurs. Et je vous ai montré que 24% de rendement était possible et nous avons montré clairement montré que les plants ont besoin de plus de pollen et cela tout simplement parce qu'il y a une demande et une offre de pollen. D'un côté, nous avons ces énormes monocultures qui ont besoin de beaucoup de pollen et qui créent aussi beaucoup de pollen, mais nous détruisons l'environnement pour les abeilles. Donc, le pollen est faible. Donc, nous avons un énorme déficit de pollinisateurs et cela est causé par nos pratiques dans le monde de l'agriculture. Donc, nous avons vu les spécificités qui nous ont montré des spécificités données et j'aimerais également discuter un autre point. Nous avons classé pour cela des contributions diverses et variées en 18 aspects. Nous venons de discuter qu'un seul aspect. J'aimerais en discuter un autre qui est la réglementation du cycle de l'eau et de l'eau, car nous avons non seulement un aspect pour les pollinisateurs, mais également pour tout ce dont les humains ont besoin et comment créer des synergies et notamment augmenter les services importants pour notre qualité de vie. Vous voyez, Cordoba, qui est plus ou moins de la taille de l'Espagne, et nous avons mesuré sur ces points jaunes la distance entre la surface de la terre et de l'eau. Et on voit très vite que cette eau remonte. Donc, nous avons beaucoup
beaucoup de zones d'inondation qui n'existaient pas dans le passé. Et c'est quelque chose que nous avons qui n'existait pas dans le passé, des réservoirs d'eau. Et vous voyez les deux plants principaux, le maïs et le soja. Et vous voyez, il s'agit d'un exemple de la province de Córdoba, répété à plusieurs endroits à travers le monde. Et on voit que pendant les années 80, 50% de l'espace était cultivé. Ensuite, expansion de ce processus conventionnel d'intensification et tout devait être cultivé. Nous avons atteint 80% de surface cultivée et nous avons commencé à avoir beaucoup de problèmes pour d'excès d'eau et d'inondation. Nous avons donc dû abandonner un certain nombre d'endroits que nous avions cultivés. Nous avons 20% de l'eau, de la surface, pardon, a été récupérée par la nature. Et la raison est assez simple, à savoir une végétation naturelle, semi-naturelle, et nous avons ensuite tout converti à l'agriculture et nous avons réussi à avoir un transport moins important. L'eau s'est accumulée. We have a lot of problems in many places because of this. And on the bottom, you can see that Et vous voyez aussi que lorsque l'intensification s'est étendue, il y a eu une augmentation du rendement, mais qui n'a pas tenu. Ça cause donc beaucoup de problèmes aussi pour la société de manière générale. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui maintenant nous écoutent au vu des problèmes auxquels ils sont confrontés et notamment pour savoir comment ils peuvent faire pour appliquer, avoir davantage de diversité. Nous avons encore 5 minutes, d'accord? D'accord. En tant qu'association, nous sommes tombés d'accord à travers nos objectifs de biodiversité Aichi que 70% doivent être ramenés à une culture semi-naturelle. Et cela de toutes les zones terrestres. C'est quelque chose d'important pour les abeilles, les apiculteurs et la diversité biologique des stocks.
Et donc, les surfaces naturelles, semi-naturelles doivent notamment permettre une diversité génétique des plantes cultivées. Nous avons beaucoup travaillé avec les modèles mathématiques afin de maintenir les espaces. Il n'y a pas de chiffre magique, nous le savons, mais nous devons restaurer au moins 20% de la surface comme étant un espace naturel, semi-naturel. Et cela n'a aucun coût supplémentaire pour l'agriculteur. Bien entendu, il y a des questions de viabilité, mais nous avons une carte et vous voyez les endroits, il y a plus de rouge, c'est plus de 80%. Et vous avez également des modèles qui nous permettent de décrire la qualité des modèles. Et nous travaillons avec l'imagerie satellite. Si vous regardez la deuxième rangée, ils sont tous bruns parce qu'il n'y a plus de zone naturelle. Et nous devons savoir comment passer de la deuxième et troisième rangée où il y a 20% de vert et comment intégrer cela dans le monde réel, avec ici des exemples où nous avons des corridors biologiques et comme nous n'avons pas vérifié dans chaque pays la perte de surface naturelle et nous avons vu beaucoup de viabilité, notamment par rapport à l'habitat naturel, semi-naturel. Certains endroits comme l'Europe, c'est déjà tout à fait établi. Mais dans la majorité des pays, ce n'est pas le cas. Le seul pays où vous êtes au-dessus des 20%, c'est le Brésil. Sinon, c'est bien en dessous. Pour revenir à la fin, c'est passer outre d'un cycle négatif de l'intensification agriculturelle vers une intensification écologique en essayant de revenir lentement mais sûrement à un habitat semi-naturel, naturel. Et nous avons pas mal de pratiques pour les plants avec moins d'herbicides. Vous pouvez augmenter votre rendement agriculturel et vous savez que nous avons pas mal de problèmes et notamment en matière d'inondation, de gestion des ressources de l'eau et gérer cela avec les différentes manières naturelles est non seulement bon pour l'environnement, mais également bon pour l'agriculture. Nous avons plus de 4000
exploitations dans lesquelles nous avons déjà travaillé. Nous avons également des plants qui sont déjà devenus résistants aux herbicides et les bénéfices multiples que vous avez, pas seulement pour les abeilles, mais également un contrôle biologique et avec un énorme rendement. Les diversités permettent également de créer plus d'emplois, plus de bien-être, mais également un environnement plus bénéfique pour l'être humain de manière générale. Donc, des facteurs externes qui permettent de générer une meilleure qualité et produire une meilleure qualité de vie. Nous avons aussi, bien sûr, la santé des pollinisateurs qui ne doit pas être oubliée. Et vous avez des plants et des plantes médicales qui permettent d'augmenter également la qualité de vie. Vous avez aussi la santé mentale et vous avez également des initiatives à travers le monde qui essayent de créer un meilleur environnement pour la santé humaine à travers la santé de l'environnement. Les meilleures pratiques qui permettent de créer une conclusion écrite avec Alex afin de maintenir les pollinisateurs et leurs services critiques. Nous avons As we are close to tipping points when species get lost and ecosystem functions, été de s'engager afin d'éviter le point de bascule quant aux espèces et l'écosystème avec les problèmes. Oui, merci. J'aurais espéré. Il y avait tellement d'informations à la fin, pas facile, mais une très très belle conclusion, pas facile à suivre. Nous avons encore 5 minutes. Pourquoi ne commençons-nous pas tout de suite passer aux questions? Et il y a quelques questions qui, je vais peut-être les lire tout simplement. Francis, lorsqu'on voit les visites des abeilles mellifères dans les régions, est-ce que vous avez les pathogènes? Est-ce que vous avez suivi les pathogènes? Oui, 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 bien sûr. Nous avons aussi un protocole pour ce faire. Car, par exemple, si vous avez un pesticide qui est appliqué ou épandu, et généralement, lorsque vous appliquez un pesticide, un engrais, vous ne suivez pas les fleurs et leur croissance. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas toujours la quantité optimale. Sonia, nous ne sommes pas intéressés dans les abeilles, mais dans les légumes. Mais avoir un équilibre naturel nous intéresse. On vous est content. Est-ce qu'on ne doit pas attirer les abeilles solitaires et surtout ne pas nous en faire pour les abeilles mellifères parce que nous avons déjà une bonne intensité et il serait peut-être bon d'avoir d'autres pollinisateurs, correct?
Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Can you listen to me? Oui, oui, vous m'entendez, j'espère? Hello? I understand you, Luca. Oui, 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 je t'entends. In general, De manière générale, I agree with that point. je suis d'accord. I would add that, J'ajouterais cependant practices for enhancing, que solitary bees, that is vous, also good for honeybees, because si honeybees vous also attirez les abeilles about, solitaires, ce sera également bon pour les abeilles mellifères parce que and diversity of, c'est une question de santé. so in general, if you Et focus donc, on de manière générale, species, si on se less concentre frequent species is a good sur strategy. les espèces moins fréquentes, c'est une bonne stratégie parce que vous n'allez pas générer de problèmes auprès des autres puisqu'elles aiment bien aussi être en bonne santé. From Rachel Nous le Binford. savons par des études Healthy environment, a small scale. où lorsque vous avez un bon environnement, For example, in California almond, you have this par exemple, en Californie, les amandiers, il y a il y a de la pluie, il y a du soleil, et elles ne sortent pas lorsque ne sortent pas de leur ruche lorsqu'il pleut, parce que les ruches aussi se mouillent énormément. Et par exemple, or your protocol, Lucas, lorsque vous avez des abeilles sauvages ou des abeilles mellifères, vous devez suivre la quantité. Je suis tout à fait d'accord. Et après, vous décidez est-ce que j'en amène ou pas. Mais ne sachant pas quel type de météo vous allez avoir, et c'est la raison pour laquelle ils apportent les abeilles mellifères pour être certains d'en avoir. Mais il peut y avoir une surpollinisation. Lucas l'a mentionné, et trop d'abeilles mellifères peuvent aussi avoir comme conséquence une qualité ou un rendement inférieur au niveau de votre exploitation. C'est donc assez compliqué. Je juste espérais avoir davantage de temps, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous en arrivons déjà à la fin. J'aimerais déjà dire merci beaucoup à vous tous les deux, à avoir partagé vos connaissances avec nous. Et nous avons certainement pris beaucoup de notes de manière à pouvoir suivre les différents aspects dont vous avez parlé. Il y a pas mal de ressources dans lesquelles nous travaillons, hein. Donc, merci à vous toutes et tous. Merci au public d'être venu, de vous être connectés. Notre prochaine conférence sera le 4 juin. David Heave et Michael Bush. Et bien entendu, Free the Bees va publier les détails en la matière. Merci d'être venu et je vous souhaite tout de bon pour l'avenir. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, n'importe où vous vous trouvez. Merci, au revoir.